Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 3 mai. Nouvel afflux de réfugiés en Macédoine. Premier déplacement de Viktor Tchernomyrdine à Washington pour rencontrer Bill Clinton et Kofi Annan. Les frappes de l'OTAN continuent. En Serbie, 70% du territoire est souvent coupé d'électricité. Reportage à Belgrade avec Jérôme Boni. Au Monténégro avec Benoît Duquesne où l'armée serbe bloque le port de Bar. Et à Tirana avec Dorothée Olyric parmi les soldats américains. Et puis première partie d'une enquête en France réalisée par Sophie Mézel au sein d'une famille de réfugiés. Dans quelques instants, le président de la République, M. Jacques Chirac, s'adressera à nouveau aux Français à propos de la situation au Kosovo. Dans l'actualité également, les grèves à la SNCF et les divisions syndicales à propos de ce mouvement né du débat sur les 35 heures. En Corse, nouvelle révélation concernant l'un des gendarmes mis en examen. Il aurait été il y a 6 mois déjà récupéré au large de Boniface lors d'une mission spéciale. Et puis après cette édition en direct sur France 2, la 13e nuit des Molières, hommage au théâtre et aux comédiens, le président de cette cérémonie des Molières, Pierre Arditi, sera en direct à la fin de ce journal. En territoire serbe, les frappes de l'OTAN continuent, mais l'activité diplomatique pour tenter de trouver une issue au conflit ne se relâche pas, sans succès cependant pour l'instant. Aujourd'hui, M. Viktor Tchernomyrdine, envoyé spécial de Boris Eltsine, est arrivé à Washington pour y rencontrer le président des États-Unis et le secrétaire général des Nations Unies. Philippe Gassot, quel est l'état d'esprit dans la capitale américaine ? Mais écoutez, pour la première fois, un vent d'optimisme souffle sur Washington. Il est très faible, je vous l'accorde, mais c'est de l'optimisme quand même qui doit beaucoup à Jesse Jackson, qui sera reçu cet après-midi par Bill Clinton. Il faut dire que la libération des prisonniers de guerre américains a contribué à décontracter un peu l'atmosphère. Il y a eu aussi la proposition de paix de Slobodan Milosevic, c'est une indication, et il y a aussi le plan de paix apporté par Viktor Tchernomyrdine, qui va se poser dans quelques instants à Washington. Il sera reçu lui aussi par Bill Clinton. La visite de l'ex-premier ministre russe est une visite très importante. On se souvient de ce que disait Jacques Chirac au sommet de l'OTAN. Il avait souligné l'importance de la Russie et de sa diplomatie. Côté américain, les républicains aimeraient bien eux aussi cheminer sur les 3 chemins de la diplomatie. Jusqu'à présent, un seul blocage s'est véritablement manifesté, celui de Bill Clinton, qui refuse absolument de rencontrer tôt ou tard Slobodan Milosevic. Merci Philippe. Le flux des réfugiés albanais du Kosovo s'est accru depuis hier soir au principal poste frontière de la Macédoine, à Blaché. 11 000 personnes venues s'entasser dans des conditions très précaires dans les camps déjà existants. Commentaire Nathalie Moisan. Embouteillage humain aux portes de la Macédoine. Un agglomérat de souffrances individuelles qui vient rejoindre d'autres misères à Blaché, principal poste frontière. 11 000 personnes seraient passées ici depuis hier soir. Les Serbes auraient forcé 2000 Kosovars originaires de Podujevo à monter dans un train à Pristina. Tous échouent ici à Blaché. Le nom seul de ce camp rappelle les images d'un no man's land devenu un cloaque aux premières heures de l'exode des Kosovars. Et aujourd'hui, la même histoire se répète. Faute de place, plusieurs dizaines de réfugiés dorment à la Belle Étoile et après le froid, souffrent de la chaleur. À cause de la chaleur, dans les files d'attente, les gens tombent de fatigue. Dans les heures ou les jours à venir, on risque d'avoir des épidémies qui pourraient devenir des épidémies de grande envergure. Loin de ces soucis d'adultes, les enfants se rafraîchissent dans le cours d'eau qui baigne le camp. Aux plus jeunes, on réapprend à rire et à bouger sur un air de musique. Tandis que les autorités macédoniennes évacuent certains des réfugiés vers d'autres camps et rechignent à en construire de nouveaux. Oui, il serait même question d'un transfert organisé par les autorités macédoniennes vers l'Albanie d'un certain nombre de réfugiés du Kosovo qui continuent d'affluer ce soir encore. Selon les autorités allemandes, il y aurait entre 600 et 900 000 personnes déplacées à l'intérieur du territoire du Kosovo. Préoccupation humanitaire, préoccupation diplomatique, le président de la République, M. Jacques Chirac, a décidé de se rendre à Moscou la semaine prochaine, les 12 et 13 mai. Ce qui confirme que la France a toujours souhaité, Hubert Védrine le disait la semaine dernière ici même, que la Russie participe à un dialogue sur la crise du Kosovo. M. Chirac doit rencontrer Boris Eltsine le 13 mai. On le sait, Viktor Tchernomyrdine, on le disait il y a quelques instants, vient d'arriver à Washington. C'est donc un ensemble d'activités diplomatiques qui est en cours avec comme centre Moscou. C'est la 5e intervention depuis le début du conflit du chef de l'État. Le conflit avait débuté le 24 mars. Pour la 5e fois, M. Jacques Chirac va s'adresser aux Français.
Mes chers compatriotes, depuis quelques jours, les autorités de Belgrade semblent prendre des initiatives. Proposition faite à l'OTAN, libération des 3 prisonniers américains, libération aussi, et heureusement, du journaliste français, message au président Clinton. S'agit-il d'un retour à la raison? Ou s'agit-il de nouvelles manipulations visant à gagner du temps et à semer le trouble dans les pays de l'Alliance? L'action menée depuis 10 ans dans la région par Milosevic, sa détermination à mettre en œuvre au Kosovo une volonté méthodique d'effacement de tout un peuple, les témoignages toujours plus nombreux recueillis par les organisations humanitaires portant sur les meurtres, les viols, la terreur, des pratiques qui rappellent les heures les plus sombres de la barbarie, montrent bien qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Aucune confiance ne peut être faite aujourd'hui aux autorités de Belgrade. Au moment même où elles libéraient 3 prisonniers, leurs forces chassaient des dizaines de milliers de Kosovars de leur ville de Prizren. Je ne vois pour ma part, je vous le dis en conscience, aucune raison de changer de stratégie. La volonté politique de Milosevic reste la même. Ce qu'il a fait depuis 10 ans, il continue à le faire au Kosovo et il continuera si l'on n'y met pas un terme. La question reste donc la même qu'au premier jour. Acceptons-nous qu'au cœur de l'Europe, un régime pratique l'épuration ethnique? Si nous l'acceptons, nous savons où cette lâcheté peut conduire les démocraties. Si nous le refusons, alors il faut poursuivre résolument l'action engagée en faisant tout pour épargner les populations civiles. La démocratie n'est pas la faiblesse. Les libertés doivent être défendues et, avec elles, le droit de chaque femme, de chaque homme, de vivre en paix et en sécurité dans sa maison, parmi les siens. L'OTAN doit donc poursuivre sa mission. Nous avons les moyens d'obtenir des résultats qui peuvent être décisifs. Le renforcement des capacités aériennes permet à l'Alliance d'atteindre ses objectifs 24 heures sur 24. Les lignes d'approvisionnement de l'appareil de guerre et de répression serbe sont coupées les unes après les autres. Le régime de Belgrade est privé inexorablement des outils de son pouvoir. Le renvoi du vice-premier ministre et de 3 ministres, parce qu'ils avaient dénoncé l'impasse dans laquelle s'enferme le régime, montre d'ailleurs que le doute s'est installé au cœur du pouvoir serbe. Il n'y a pas d'autre solution conforme à la morale que d'obtenir l'acceptation par Belgrade de toutes les conditions exigées par la communauté internationale et rappelées par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Arrêt des massacres et des destructions, retrait des forces serbes du Kosovo, retour des réfugiés, garantie de leur sécurité par une force de paix créée par le Conseil de sécurité de l'ONU, mise en œuvre d'une large autonomie pour la province. Sans nous laisser abuser par les leurs de Belgrade, nous poursuivons aussi, bien entendu, la recherche d'une solution politique. Et dans ce contexte, nos efforts doivent associer les Alliés et la Russie. La Russie qui a choisi de s'engager avec eux dans une concertation prenant pleinement en compte les exigences énoncées par le secrétaire général des Nations Unies.
France s'en réjouit. J'ai toujours souhaité, vous le savez, que la Russie participe activement à la construction d'une Europe démocratique, sûre et pacifique. Et c'est parce que la Russie a choisi ce chemin que je me rendrai à Moscou le 13 mai prochain pour rencontrer le président Boris Yeltsin et les dirigeants russes afin d'accentuer notre effort commun de recherche d'une solution de la crise au Kosovo. Mes chers compatriotes, à vous tous, et en particulier aux générations qui n'ont pas connu la guerre, je veux dire que le combat d'aujourd'hui est exemplaire. Il n'est pas fondé sur des arrière-pensées économiques ou stratégiques, mais sur une conception de la morale et de l'honneur des nations. Accepter les horreurs dont nous sommes les témoins, ce serait perdre notre âme. Ce serait laisser la gangrène de l'innommable s'installer à nouveau sur notre continent, au cœur du projet européen, au cœur de notre avenir commun, que nous construisons pierre par pierre, depuis que nous avons relevé l'Europe des ruines de la Seconde Guerre mondiale, se trouve, il ne faut jamais l'oublier, une certaine idée de l'homme. Voilà pour la 5e déclaration du président Jacques Chirac pour le conflit au Kosovo. M. Chirac a donc rappelé qu'il ne pouvait faire actuellement aucune confiance aux autorités de Belgrade et il a salué le travail effectué par les Russes et par le centre de décision en Russie pour les projets diplomatiques. L'intensité des bombardements de l'aviation de l'OTAN se traduit depuis hier par des coupures de l'approvisionnement en électricité de plus de 70% du territoire serbe. Ce sont des bombes au graphite qui auraient permis de couper le courant sans détruire les installations des centrales elles-mêmes. La capitale, Belgrade, vit en grande partie dans le noir et sans électricité dans la journée. Voici le reportage réalisé par nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny et Emmanuel Beck à Belgrade, reportage visé par la censure militaire serbe. Hier soir, les quelques Belgradois qui bravent l'alerte aérienne à la terrasse des cafés réagissent avec stoïcisme à la coupure générale d'électricité. Les conversations continuent à la lueur des bougies. La libération le même jour de 3 prisonniers de guerre américains n'a pas donné grand espoir. À Belgrade, il y a longtemps qu'on ne se berce plus d'illusions. À 10 heures, des frappes de l'OTAN visent des installations électriques. La Serbie plonge dans les ténèbres. Et dans son kiosque, quand Novak nous parle, il s'adresse avant tout à des ressortissants d'un des pays qui bombardent. Ce n'est pas le problème de l'électricité, vous savez. C'est autre chose. Pourquoi? Et combien de temps? Pourquoi? Où est la fin? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Finalement, dites-le nous, qu'est-ce que vous voulez? Nous ne savons pas. Vous voulez détruire nos ponts, nos écoles, nos théâtres, nos usines? Vous pouvez les détruire. Et vous ne pouvez pas nous détruire. Vous ne pouvez pas détruire nos âmes. Jamais. Bon, nous n'avons pas peur. Oui. C'est trop difficile pour nous car rien travaille. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de la télévision, de l'information, il n'y a pas de la vie nocturne, il n'y a rien. Dans certains quartiers, les coupures d'électricité se sont accompagnées de coupures d'eau. Rien du tout, je n'ai pas de transistor, pas de pile, je ne pouvais pas entendre qu'est-ce qui se passe, voilà. Et c'était vraiment psychologiquement, la panique m'a pris parce que c'était la première fois et ça durait toute la nuit. Et maintenant, il n'y a toujours pas d'eau? Non, pas d'eau, mais maintenant, il n'y a pas d'eau, rien du tout. Impossible, ce matin, de trouver des bougies dans les magasins de Belgrade. Dragoslava, comme les autres habitants, doit se résoudre à un péché véniel, acheter des cierges pour son éclairage domestique. O
41e jour des frappes de l'OTAN, ces coupures d'électricité ne sont pour les habitants de Belgrade qu'une nouvelle étape de ce qu'ils considèrent comme une guerre psychologique qui est menée contre eux. Ils vivent tous les jours dans la peur et cette nouvelle dégradation de leurs conditions de vie ne fait que resserrer leur solidarité et accentuer leur profond ressentiment vis-à-vis de tous les pays qui participent au bombardement de la Yougoslavie. Le reportage que vous venez de voir a été, je vous le rappelle, soumis à un contrôle des autorités serbes. A noter que l'épouse de Slobodan Milosevic a accordé un entretien à la chaîne de télévision américaine CBS où elle affirme que son pays est presque sur le point d'être détruit. La guerre fait des morts et des blessés parmi les civils. Il ne faut pas feindre d'être surpris par cette évidence. Ainsi, une frappe aérienne de l'OTAN de nouveau sur un bus et 2 voitures particulières dans le nord-ouest du Kosovo aurait provoqué la mort de 17 personnes. 43 autres ont été blessés. Un porte-parole militaire de l'OTAN a seulement indiqué qu'une enquête était en cours. À terre, en territoire albanais, le déploiement des soldats américains oblige les autres militaires, notamment les Français, à faire de la place. Les méthodes des premiers ne sont pas les mêmes que celles des seconds. Et l'armée des États-Unis entend bien montrer sa domination, y compris en matière logistique. Reportage sur l'aéroport de Tirana avec Dorothée Lyric et Pascal Caron. Un soldat américain en mission humanitaire, cela ressemble à cela. Casque lourd, gilet pare-balles et fusil M16. Petite variante autorisée, le Bunny Hat, le chapeau spécial forte chaleur. Le gros de la troupe française est installé dans le sud de l'Albanie. Il ne reste qu'une centaine de militaires français sur l'aéroport de Tirana. Les deux mondes s'observent, se croisent et parfois se côtoient. Leur mission sous la bannière de l'OTAN est censée être la même, mais pour l'heure, les Américains vivent plutôt dans leur corps retranché. L'action humanitaire de l'US Air Force principalement s'inscrit dans le cadre de la gestion des vols, la gestion des opérations aériennes sur le territoire albanais, mais ils ne font pas réellement d'action humanitaire sur le terrain. De toute façon, l'US Air Force a ses règles immuables. Les GIs doivent avant tout être confortablement installés. Par exemple, l'une des priorités était de mettre en place ce supermarché américain sur le camp. Ils l'appellent le PX. Ici, le soldat peut trouver ses produits préférés, alimentation, médicaments ou encore gadgets, tout y est. Malgré les apparences, ces GI sont bien à Tirana, à quelques centaines de kilomètres du Kosovo ou bien de Belgrade. Et sur le tarmac de l'aéroport, cela ressemble tout de même un peu à la guerre. Les 23 hélicoptères Apache, dits tueurs de chars, patrouillent et repèrent le terrain au moins 2 fois par jour. Mais cette mission-là est loin d'être humanitaire. Cela se passe de l'autre côté de l'aéroport, là où 3000 soldats de l'armée de terre américaine s'entraînent discrètement loin des caméras. Eux ne sont pas là pour une opération humanitaire, mais au cas où le président américain envisagerait une autre mission. Une mission de guerre? Oui, si le président leur donne l'ordre, ils sont prêts pour une mission de guerre. Les militaires français sont situés à quelques centaines de mètres seulement de la zone où les 3000 GIs s'entraînent pour une éventuelle offensive terrestre. Une simple piste d'atterrissage sépare ceux qui préparent la guerre de ceux qui travaillent pour l'urgence humanitaire. Une poignée de Gaulois dans ce que les Albanais appellent déjà la Petite Amérique. Quant aux 3 soldats américains libérés par Belgrade après le main dans la main du pasteur Jesse Jackson avec Slobodan Milosevic, ils ont reçu la visite de leur famille à l'hôpital militaire américain de Landstuhl, situé dans l'ouest de l'Allemagne, mais pas question d'interroger ces soldats sur les conditions de leur détention et encore moins sur celles de leur capture. Au Monténégro, république indépendante qui fait partie de la fédération yougoslave, la marine yougoslave a ordonné la fermeture du port de Bar. Juste avant la mise en pratique de cet ordre, nos envoyés spéciaux, Benoît Duquesne et Jean-François Renou, étaient sur place. Depuis quelques heures, l'état-major de la marine yougoslave interdit toute approche de ce port essentiel à la vie économique du Monténégro. Le directeur technique du port de Bar a beaucoup hésité avant de nous laisser pénétrer dans la zone portuaire. L'endroit est maintenant tenu par l'armée yougoslave. En principe, les caméras sont interdites. Mais il voulait nous montrer les conséquences économiques de la guerre, comment son pays, en marge du conflit, se trouve lui aussi pénalisé à travers son principal poumon, le port de Bar, qui ne fonctionne plus, ou presque. Quand on sait que le port de Bar tablait sur une activité cette année de 2,5 millions de tonnes, et qu'on fonctionne aujourd'hui à environ 20% de nos capacités, depuis que les bombardements ont commencé, ça vous donne une petite idée de l'état dans lequel se trouve l'économie du Monténégro.
Le port emploie directement 1800 personnes. La plupart sont au chômage, chez elles, sans salaire. Et ce n'est qu'un début. Bar, c'est le pétrole. Et le pétrole, la principale usine du pays, le combinat d'aluminium, en a besoin pour fonctionner. Jusqu'à présent, la direction a pu maintenir une activité à peu près normale, malgré les bombardements de l'aéroport voisin, malgré l'armée fédérale qui contrôle tout ce qui rentre ou sort du port, malgré les ordres de mobilisation qui frappent le personnel, le travail se fait. Mais le directeur sait son usine en sursis et avec elle le sort de plus de 4000 employés. Nous avons peur, mais nous espérons que le port de Bar ne cessera pas son activité. Parce que si c'était le cas, on ne pourrait plus fonctionner à plein, en tout cas pas longtemps, pas plus d'un mois. Mais l'enjeu n'est pas seulement économique. Pour la direction comme pour le pouvoir, maintenir l'activité de l'entreprise, c'est maintenir une certaine normalité. C'est éviter que des hommes comme Zoran Drašković soient mobilisés par l'armée. C'est encore et toujours tenir le Monténégro à l'écart du conflit. La seule chose qu'on attend tous les jours, c'est de voir tomber les bombes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on attende d'autre? Mais on ne comprend pas pourquoi nos amis français permettent des choses comme ça. On ne leur a rien fait, ni à eux, ni à personne. 30 millions de dollars, c'est ce que la guerre aurait déjà coûté au Monténégro. Et dans ce rapport de force perpétuel entre le pouvoir civil et l'armée fédérale, les choses se sont encore durcies aujourd'hui, puisque l'armée a annoncé le blocus total du port de Bar, une façon comme une autre d'associer le Monténégro, sinon à la guerre, du moins à l'embargo que subit la Serbie. En France, peu à peu, les réfugiés albanais s'accoutument à leur situation qu'ils espèrent provisoire. Avec Sophie Mézel et Jean-Marie Lecartier, nous avons voulu nous intéresser à une famille de réfugiés, ce qui signifie que nous allons régulièrement dans cette édition suivre, jour après jour, semaine après semaine peut-être, leur vie. Ce sera donc la chronique d'un couple avec 2 enfants, 2 filles venus d'un village du centre du Kosovo qu'ils ont quitté au début du mois d'avril. Après un séjour dans l'un des camps de Stenkovac, en Macédoine, camp géré par des Français, cette famille est arrivée le jeudi 22 avril à l'aéroport de Roissy. Depuis, elle réside dans un foyer d'accueil en Seine-Saint-Denis, à Vaujour. Premier contact, premiers mots, premières images, dans le dénuement et avec un fort sentiment de culpabilité. Devant les enfants, ils ont appris à faire bonne figure. Comme tant d'autres, ces gens ont tout perdu. Leur histoire, tristement banale, ressemble à celle de leurs frères, de leurs cousins. En dépit des rires de leurs enfants qui croient être venus ici en vacances, ils se souviennent. La peur au ventre, le village d'à côté qui brûle, la décision de tout quitter très vite, en quelques minutes, sans argent, sans bagages, et cette mère qui ne se résout pas à les accompagner. Ma vie était là-bas. Ma mère est restée au Kosovo, toute seule. Elle voulait garder la maison, elle a refusé de partir. Elle m'a dit, toi va-t'en. Alors on est parti. Bekim était bijoutier dans son pays, il avait une bonne situation. En France, il n'est qu'un réfugié parmi d'autres. Je n'ai pas l'habitude de rester à ne rien faire. On se lève le matin, on est nerveux, on n'a pas de but. Bekim ne supporte plus cette dépendance. 8 jours qu'il tourne en rond dans l'exiguïté de cette chambre. S'il n'avait pas de famille, il serait là-bas à défendre son pays, se répète-t-il. La culpabilité le ronge. De leur vie d'avant, il ne leur reste que les vêtements qu'ils portaient et ces photos miraculeusement oubliées au fond d'un sac. On y aperçoit la grand-mère, cette grand-mère que la petite Tina appelle tous les jours, Nonna, et dont on n'a aucune nouvelle. Au Kosovo, elles dormaient ensemble. Sur ce dénuement total, même les jouets ont été offerts par la Croix-Rouge. Il leur faudra bâtir un avenir. Si encore on pensait que notre maison était intacte, on pourrait retourner chez nous. Mais si elle a brûlé, qu'est-ce qu'il nous reste? Notre terre, on n'a même plus d'outils pour la travailler. Et pourtant, parce que l'envie d'y croire reste plus forte que tout, Louli garde toujours avec elle ce trousseau de clés. Les clés de là-bas, celles de la maison, celles du magasin. Depuis 1 ou 2 jours, le couple a compris qu'il ne retournerait pas au Kosovo avant plusieurs mois, 1 an peut-être. Il leur faudra alors apprendre à ne plus se sentir de passage. Nous allons.
Chaque jour, Bekim apprend une phrase, un verbe, quelques mots de français. J'y vais, tu vas, il va, elle va. Nous allons, vous allez, elles vont. Cette volonté, c'est sa richesse, dit-il, son trésor de guerre, ce qui lui donnera la force de tout recommencer. Qu'est-ce que c'est passé? Et nous les retrouverons bientôt. Ce lundi 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse. Il faut rappeler que 133 journalistes sont en prison dans le monde. L'an dernier, 19 journalistes ont été tués à cause de leur activité professionnelle. C'est le chiffre publié par l'association Reporters sans frontières qui met en vente cet album. Un album du photographe Henri Cartier-Bresson. L'argent ainsi récolté aidera à favoriser la liberté de la presse là où elle est bafouée. Soutenez Reporters sans frontières. Achetez l'album. La circulation des trains en France et principalement en Île-de-France sera encore très perturbée demain. La SNCF annonce même des risques de perturbation sur le TGV Sud-Est. D'autre part, la fédération CGT des cheminots vient de déposer un préavis de grève nationale pour dimanche prochain à compter de 20 h. Sur le conflit lui-même, reportage Agnès Monteux et André Germain. Pendant les grèves, le tout n'est pas d'être calme. Il faut aussi être sportif pour changer de quai et avoir la chance de s'engouffrer dans l'un des rares trains qui partent sur Paris. 6e jour de grève et 6e jour de patience pour ces usagers de Villetaneuse, particulièrement touchés par le mouvement des conducteurs. Jusqu'ici, les passagers se montraient plutôt compréhensifs, mais aujourd'hui le mouvement s'est encore durci et l'humeur s'en ressent. Il y a un train qui est là, mais nous on arrive à la gare, on ne sait même pas où il va, quoi. À droite, à gauche. Heureusement qu'on connaît les quais, c'est tout, quoi. Ça devient insupportable. L'hiver, c'est la neige, le gel, les feuilles mortes qui coincent les roues. L'été, c'est des grèves. Quand est-ce qu'on va travailler, nous? Quand on peut. Ils sont toujours en grève pour réclamer des choses auxquelles nous n'avons pas droit. Donc on ne peut pas être satisfait, c'est impossible. Ces usagers devront pourtant se résigner. Pas d'amélioration pour demain. Secteur le plus touché, toujours la banlieue parisienne. La SNCF prévoit un train sur 2 pour la gare de l'Est, un train sur 3 pour la gare du Nord, environ 2 trains sur 5 pour la gare Saint-Lazare et toujours aucune perturbation sur la gare Montparnasse. Avec 23% des conducteurs en grève aujourd'hui, le mouvement s'étend peu à peu dans d'autres régions de France. Les TGV Nord et Atlantique devraient fonctionner normalement. Quelques perturbations en revanche à prévoir sur le TGV Sud-Est, sur l'Est de la France et sur la Normandie. Mais difficile de prévoir ce soir précisément l'évolution de ce mouvement. Et selon la direction de la SNCF, les conséquences de la grève sont sans rapport avec les problèmes. Alors, outre cette appréciation des dirigeants de la SNCF, il y a le constat d'une division des organisations syndicales sur les moyens d'action. Reportage Émilie Lançon et Daniel Lévy. Qui est pour ? Les mains se lèvent les unes après les autres. La grève est reconduite pour 24 heures. À l'origine du mouvement, la VJAC, ce syndicat autonome, représente 23% du personnel roulant et refuse en bloc le projet d'accord sur les 35 heures proposé par la SNCF. Les agents de conduite sont déjà aux 35 heures depuis 1983. Ils estiment que le nouvel accord leur fait perdre de l'argent et ne répond pas aux attentes en termes d'effectifs. En 1983, il y a eu une mauvaise application. On a réduit la durée du travail. Aujourd'hui, on veut augmenter la durée du travail, ce qui, pour les agents de conduite, ne créera pas d'emploi. La fédération Sudrail a choisi de rejoindre le mouvement exactement pour les mêmes raisons, même si elle insiste surtout sur le volet financier. Actuellement, il n'est pas générateur d'emploi du tout. Ça augmente la flexibilité. Et en plus, les repos qui étaient primés, les repos pour pénibilité, eux, sont supprimés et mis comme repos simple. Donc on perd de l'argent en plus. Jusqu'à 700 francs par mois selon les syndicats. Les grévistes demandent donc à rencontrer le président de la SNCF, mais pour la direction, les choses sont claires, il n'y a pas 36 solutions. Si majoritairement, les conducteurs préfèrent le système actuel aux propositions que nous avons faites, eh bien à ce moment-là, il y a une très bonne solution, c'est d'en rester au système actuel, car on est déjà à 35 heures chez les conducteurs. Mais le statu quo, ce serait la pire des choses pour la CGT, majoritaire chez les cheminots. Le syndicat, comme d'autres, a participé à l'élaboration du texte sur les 35 heures avec la direction. Si elle dénonce des imperfections, elle ne veut pas remettre en cause l'idée même d'un accord.
Nous souhaitons la réduction du temps de travail pour l'ensemble des cheminots dans l'entreprise, mais effectivement, nous souhaitons améliorer les aspects qui posent problème aujourd'hui. La CGT semble tiraillée entre son envie de conclure un accord et le souci de ne pas se laisser dépasser par des syndicats plus radicaux. Elle vient de déposer un préavis de grève nationale à partir de dimanche soir prochain. Voilà, et puis pour les usagers du métro, ce premier numéro d'un nouveau journal gratuit, À nous Paris, ce sera l'hebdo du métro comme il en existe dans beaucoup de capitales étrangères. En ce qui concerne l'aéroport de Nice et le mouvement des grèves des personnels au sol d'Air France, pas de changement après 18 jours de blocage. Cependant, la CFDT et la CGC ont appelé à la reprise du travail, mais en vain. Préparation des élections européennes et présentation d'une nouvelle liste, celle conduite par Antoine Wechter pour le mouvement écologiste indépendant. Pour M. Wechter, c'est une vraie liste écologiste, bien différente, a-t-il dit, de celle de Daniel Cohn-Bendit. Selon un sondage réalisé par la Sofres pour RTL et le journal Le Monde, l'influence des idées d'extrême droite est en recul. 11% des personnes interrogées à la fin du mois d'avril se déclarent tout à fait ou plutôt d'accord avec les idées d'extrême droite. La même enquête réalisée il y a un an trouvait 20% d'opinions de ce genre. En Corse, le capitaine Norbert Ambros s'était convoqué aujourd'hui à Ajaccio pour un débat contradictoire relatif à son maintien en détention. Les juges comptent entendre ensemble l'état-major de la gendarmerie en Corse. Les premiers résultats de l'enquête à la suite de l'incendie criminel de la Paillote chez Francis près d'Ajaccio ont été remis par Jean-Pierre Chevènement à Lionel Jospin ce matin. Une réorganisation de la gendarmerie serait envisagée en Corse, a expliqué M. Richard, le ministre de la Défense. Chaque jour apporte différentes révélations sur les activités du groupe de peloton de sécurité de la gendarmerie corse. Ce soir, Michel Fine et Franz Vaillant révèlent que ce n'est pas la première fois que l'un des gendarmes mis en examen a participé à une opération commando. C'était il y a un peu plus de 6 mois au large de Boniface. Antoine Poggi se souvient très bien de cette opération de sauvetage un peu particulière. C'était le 14 novembre dernier. Ce soir-là, lorsque les gendarmes donnent l'alerte, il fait déjà nuit, il est plus de 20 heures, le vent souffle fort, la mer est agitée. Les gendarmes disent que l'un des leurs s'est perdu en canot au large de Bonifacio. L'homme en péril, on l'apprendra plus tard, est en fait le lieutenant Denis Tavernier, l'un des 3 gendarmes du GPS, aujourd'hui soupçonné d'avoir incendié la Paillote chez Francis. Au sauveteur, il expliquera qu'il effectuait un exercice, une opération de survie. C'est embarqué sur cette barcasse. Et sans aucune pagaie, ni amarre, ni téléphone portable, il n'avait rien. Et le vent soufflant très fort sur la côte l'a amené vers le large. Et la chance qu'il a eue, c'est que le vent soufflait entre 50 et 55 nœuds, mais il y avait un courant assez fort d'est qui l'a un peu déporté sur les rochers. Le lieutenant Tavernier sera localisé vers minuit au milieu des débris de la barque et échoué sur l'île de Cavallo. Il faudra faire venir un hélicoptère de l'armée de l'air afin de l'élitreiller. L'enquête établira que la barque sur laquelle il dérivait avait été volée et qu'il était en fait en mission d'observation. Dans cette région située à l'extrême sud de la Corse vivent de nombreux nationalistes, dont François Santoni. Coïncidence ou pas, l'ancien leader de la Concoulte était sorti de prison 4 jours auparavant. Au Pays Basque, une nouvelle cache d'armes a été découverte. C'est à Cibourg, près de Saint-Jean-de-Luz. Des lance-roquettes, des explosifs ont été retrouvés dans un immeuble. Il s'agirait, selon les enquêteurs, d'une cache d'armes de l'ETA. Le dirigeant palestinien Abu Daoud, refoulé aujourd'hui par les autorités françaises à Orly. Abu Daoud est toujours considéré comme l'organisateur de l'attentat des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Il reconnaît d'ailleurs sa pleine responsabilité dans un livre qui vient de paraître en France. À Londres, pour les policiers, c'est bien un seul et même homme qui a commis les 3 derniers attentats racistes. Le suspect, âgé de 22 ans, a été inculpé. Il avait été reconnu grâce à des images vidéo de caméras de surveillance, une technique très développée en Angleterre, où on estime à 1 million le nombre de ces caméras. Explication Étienne Lénart avec Sten Rosenlund. Meurtres et attentats à l'explosif, la justice britannique a signifié ce matin au jeune homme de 22 ans arrêté il y a 2 jours qu'elle le considérait comme l'auteur présumé de la campagne d'attentats. D'une certaine manière, les enquêteurs de Scotland Yard ont eu de la chance. Après avoir visionné des centaines d'heures d'enregistrement, ils sont tombés sur cette image. Le jeune homme déambulant pendant plus d'1 heure le jour du premier attentat dans le quartier où s'est produite l'explosion. Ces images ont été envoyées à la NASA, l'agence spatiale américaine, pour être retravaillées. Elles sont plus claires, leur définition a été améliorée pour que l'on puisse mieux les étudier et reconnaître les personnages.
Largement diffusé, l'appel à témoins dépasse toutes les espérances des enquêteurs. C'est le coup de téléphone d'un voisin ayant reconnu le jeune homme qui a permis son interpellation. Et voilà consacrée la politique d'installation presque systématique de caméras de surveillance sur le territoire britannique, dans la capitale, Londres, mais également dans des villes de province. Un matériel de plus en plus sophistiqué, capable à plusieurs dizaines de mètres de repérer un détail, comme le prix d'un vêtement. Avec ces caméras, on a tout de suite la preuve. C'est très utile en face du délinquant et de son avocat. Plutôt que de longs interrogatoires, eh bien regardons le film. Mais la caméra ne montre pas toujours tout, et si la police a la preuve que le jeune homme se trouvait sur les lieux le jour du premier attentat, elle devra avancer d'autres éléments à charge au cours du procès pour prouver qu'il est effectivement le poseur de la bombe. Et c'est finalement le paradoxe de cette histoire. Depuis l'inculpation de David Copeland, l'image vidéo qui a permis son arrestation a totalement disparu des écrans de télévision et des journaux britanniques. La loi anglaise protège en effet les personnes inculpées contre tout élément qui pourrait influencer les futurs jurés entre le moment de l'arrestation et l'ouverture du procès. Ouverture demain à Paris du procès de Bob Denard, présenté comme mercenaire. Cet homme de 70 ans est accusé de complicité de meurtre du président des Comores, meurtre commis en 1989. Le procès se tiendra alors qu'un nouveau coup d'État vient d'avoir lieu aux Comores. Reportage Éric Lemasson et Philippe Luzzi. S'il est un mot que le plus célèbre des mercenaires déteste, c'est précisément celui-là, mercenaire. À 70 ans, Bob Denard se considère comme un soldat. Et plutôt que de nous parler de son procès, il préfère évoquer ce passé de soldat, appointé certes par plusieurs employeurs, mais toujours, dit-il, en sous-main, pour la France. Bien sûr que j'ai travaillé en accord avec les services français. C'est connu, c'est de notoriété publique. On ne peut pas maintenant... Si on était discret avant, c'était logique qu'on soit discret. Mais je crois que les gens sensés ont tout de suite compris que c'était des intérêts vitaux et qu'en Afrique, la France était très engagée. Comme sur l'archipel des Comores, où les mercenaires interviennent 3 fois en 15 ans. C'est à Paris que s'est toujours décidé le sort de cette ancienne colonie. C'est Denard qui installe le président Abdallah, puis reste pendant 10 ans son chef de la garde, sorte de vice-roi des Comores. Jusqu'à une nuit de novembre 89, où l'aventure tourne au tragique. Dans son bureau, le président est tué de 4 balles, dont 3 dans le cœur. Seule certitude, Denard et 2 de ses hommes étaient présents dans la pièce. La thèse ridicule qui voudrait qu'il les tuait volontairement à la suite d'un complot, elle s'affronte à une évidence, c'est qu'il n'y a pas de mobile, et à un constat qui est que s'il a voulu le tuer, il n'a cherché à aucun moment à en tirer profit. Immédiatement après, on a engagé le processus constitutionnel et électoral normal. C'est un accident. Le président Abdallah avait conservé la nationalité française. Voilà pourquoi sa mort mystérieuse dans un vrai faux coup d'État conduit 10 ans plus tard un mercenaire français devant une cour d'assises française. L'accusé, lui, se défend d'avoir tiré et laisse entendre qu'il ne veut pas être lâché. Doit-on s'attendre à des révélations devant les assises? Tout dépendra de l'orientation du procès. Tout dépendra de l'orientation du procès. Moi, je veux savoir si on fait le procès de la mort du président Abdallah ou si on fait le procès de la religion, c'est-à-dire de l'ensemble de ces décennies qui sont passées de l'époque de la décolonisation. Drôle de fin de carrière pour cet enfant du Médoc, devenu le roi des baroudeurs professionnels. À la barre, quelques grands noms des services de renseignement tenteront de convaincre les jurés que Bob Denard n'est pas un affreux, mais un soldat. Dans la lutte contre le sida, on a coutume de dire, chiffre à l'appui, que l'argent est au nord et les victimes au sud. Aussi faut-il retenir l'initiative de la France en Côte d'Ivoire comme une première mondiale. Un projet bilatéral décidé par Jacques Chirac et Bernard Kouchner il y a un an. Projet qui doit prendre en charge les futures mamans pour réduire la transmission du virus du sida. Il convient de rappeler que 20 000 enfants en Côte d'Ivoire naissent séropositifs chaque année et que 15% des femmes enceintes sont porteuses du virus. Reportage à Abidjan, Jean-Daniel Flezaké et Vincent Bouffartigue. Ce 30 avril, le centre de santé de Yopougon à Abidjan s'apprête à vivre un moment très particulier. Un événement qui a motivé le déplacement du ministre ivoirien de la Santé et de Bernard Kouchner. Et si les femmes chantent et dansent pour leurs hôtes, ce jour est aussi exceptionnel pour elles. Pour mieux comprendre, il faut se reporter quelques heures en arrière. Comme chaque matin, la consultation prénatale a commencé par une causerie. Mais depuis peu, un chapitre s'est ajouté aux conseils habituels. On parle du sida,
Et on invite les femmes à passer un test de dépistage. Dans un pays où 15% des femmes enceintes sont porteuses du virus, rien de tel n'existait de façon organisée. Désormais, grâce à un accord franco-ivoirien, 20 000 futures mamans bénéficieront d'un dépistage gratuit. Céline a 34 ans. C'est sa 6e grossesse. Il n'y a pas de problème. L'enfant, il bouge bien. Moi aussi, j'ai écouté. La sage-femme l'a convaincue de subir le test de dépistage. C'est pour l'enfant, pour l'avenir de l'enfant que je voulais faire ça. Avant la prise de sang, passage chez l'assistante sociale, avec quelques conseils destinés à son époux, au cas où il aurait des aventures. Moi, je ne vais pas avoir touché. C'est en quoi? C'est en caoutchouc. Vous avez vu, on déroule comme ça. Toutes les femmes séropositives recevront au cours du dernier mois de la grossesse de l'AZT. Ce médicament réduit de près de 40% le risque de transmission du virus de la mère à son enfant. Un mois d'AZT représente 1 an de salaire en Côte d'Ivoire. Grâce au fonds de solidarité thérapeutique, le médicament sera gratuit pour la mère. Gratuits aussi les traitements pour l'enfant et le compagnon de la maman. 20 000 femmes, c'est 3% des futures mamans. La France a donc besoin de trouver des partenaires. J'espère que ce sera suivi, et si c'est suivi, par l'ensemble des pays qui l'ont promis en tout cas, je pense que ce sera conceptuellement, médicalement, intellectuellement, moralement, une vraie révolution, pardon pour le terme. Ce programme permettra à 400 enfants d'échapper à la contamination par le virus du sida. Pas encore la révolution, mais déjà les premiers soubresauts. Rebondissement en Corse, notre envoyé spécial Olivier Théran vient de nous joindre. En effet, le capitaine Ambrose qui comparaissait devant le juge d'instruction chargé de l'affaire de l'incendie de la Paillote. Le capitaine Ambrose vient de reconnaître avoir mis le feu à la Paillote de chez Francis, une petite plage à côté d'Ajaccio. Il aurait mis le feu à la Paillote sur ordre du colonel Mazère. C'est donc un nouveau rebondissement dans cette affaire corse. Dans quelques minutes après ce journal, la 13e nuit des Molières, célébration du théâtre qui sera présidée par Pierre Arditi. Avant de le retrouver, nous avons choisi d'évoquer la situation économique des théâtres privés et publics. Résultat, ça va plutôt bien. Enquête Françoise Roy et Jean-François Chevet. Comment va le théâtre? Chaque soir, les salles se remplissent, quelle que soit l'affiche, et malgré la rumeur de mauvaise santé, le théâtre n'est pas à plaindre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le théâtre va très bien. Par rapport à certaines entreprises qui ferment, on met des employés au chômage. Dites-moi un théâtre qui a fermé. Pourtant, même si la sortie au théâtre reste une fête, le prix des places constitue toujours une barrière. Comment voulez-vous que les gens payent 250 francs par place? C'est impossible quand ils y vont à 4 ou 5. Alors on exclut donc par l'argent une part énorme de cette société qui se désintéresse, qui n'y va plus, qui croit que c'est pas pour elle. Mais il faut bien le dire, si les théâtres subventionnés peuvent se permettre de baisser le prix des billets, les théâtres privés, eux, qui prennent souvent plus de risques au niveau de la création, sont couverts en cas d'échec par un fonds de soutien. Ce fonds de soutien est un fonds dans lequel les théâtres privés mettent un tiers de l'argent, l'État en met un autre tiers et la ville un 3e tiers. Donc nous avons, si vous voulez, une aide tout de même, mais une aide à laquelle nous participons énormément. Néanmoins, pour le succès d'une pièce, pas de recette miracle. Bouche à oreille fonctionne bien. Quant aux têtes d'affiche et aux reprises, pas de surprise, ça marche. Un seul regret, le manque de créativité. C'est jugé toujours très difficile de faire des textes contemporains, c'est très risqué par rapport au public, et qu'il y a beaucoup de gens de théâtre qui n'osent pas prendre ce risque. Cette année, la saison est excellente. 15 millions de Français sont allés au théâtre et les Molières consacreront ce soir création, auteurs et comédiens. Donc on va maintenant se rendre au Théâtre des Champs-Élysées pour retrouver Pierre Arditi. Monsieur le Président, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien, je vous remercie. Alors comment va le théâtre d'après vous, Monsieur le Président? Écoutez, il ne se porte pas si mal, en tout cas il est visiblement vivant. Et puis ça fait très longtemps qu'on annonce justement cette mort du théâtre qui n'arrive jamais, grâce à Dieu. Je crois que le théâtre se porte très bien. Ce qui serait pas mal d'ailleurs, c'est que, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, c'est que le théâtre trouve une place qui doit être la sienne aussi, bien sûr sur les plateaux de théâtre, mais à la télévision. Et aujourd'hui, le théâtre n'a pas cette place et j'espère que le service public va comprendre, et je crois qu'il est en train d'entendre ce discours, que le théâtre, ça représente beaucoup de monde. Ça représente une certaine forme de la culture de notre pays et qu'on ne doit pas
on ne doit pas en entendre parler à des heures qui ne sont plus des heures chrétiennes. Bon, je sens que nos oreilles vont siffler, conforme à ce que vous êtes, Monsieur le Président. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a pour vous, par exemple, plus de noblesse à jouer au théâtre, comme Rêve et peut-être que vous interprétez en ce moment, qu'au cinéma? Non, il n'y a pas plus de noblesse. Le métier est le même, c'est la forme qui change. Il n'est pas question, il n'y a pas plus de noblesse. À partir du moment où on le fait avec sincérité, honnêteté, et qu'on essaie d'aller au fond de soi-même pour dire ce qu'on a à dire, ça peut être noble partout. Non, non, mais c'est un art qui a cette originalité de mourir dans l'instant même où il est proféré. C'est sa vertu, c'est son originalité. C'est un art qui a cette vertu qui n'est jamais le même d'un jour sur un autre. Les gens qui viendront voir un spectacle le mardi ne verront pas le même le mercredi. C'est ce qui fait cette rareté du théâtre, c'est ce qui fait aussi probablement que les gens y retournent, parce qu'aujourd'hui l'image, on vit dans une société d'image qui est beaucoup plus banale, et le théâtre devient un art exceptionnel, et non pas élitiste, parce que c'est un art populaire, mais c'est un art exceptionnel, c'est peut-être ça que les gens viennent rechercher aujourd'hui. Mais pour vous, cependant, est-ce qu'il n'y a pas une prise de risque plus importante de vous retrouver physiquement face à un public que lors de tournages et d'enregistrements de cinéma ou de télévision? Non, ça non plus, je crois pas. Je crois que le risque est simplement différent. Quand on s'engage dans un film et qu'on doit défendre un personnage, c'est aussi difficile que de le faire au théâtre. La forme n'est pas la même, tout simplement. Encore une fois, je crois que le métier, lui, est le même. Il s'agit toujours de raconter une histoire, de la raconter de manière particulière, avec des mots plus ou moins intéressants. Peut-être ce que le théâtre possède d'une manière plus évidente, c'est la possibilité de se confronter à de grands textes, à de grands auteurs, ce qui est moins forcément le cas du cinéma. Le cinéma est un art qui peut plus facilement toucher au quotidien, et d'une manière quotidienne. Le théâtre n'est pas un art naturaliste, c'est un art qui fait appel à la transposition, c'est cette transposition qui fait qu'il est un art à part. Eh bien, on va vous retrouver dans quelques minutes sur France 2. Oui, c'était bien dit. Hein. C'est pas commode, hein, tout ça. Et je ne résiste pas une dernière fois, mon cher Pierre, à vous dire bonne soirée, Monsieur le Président. Merci, mon petit Claude. Alors, mesdames, messieurs, dernier appel. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle plusieurs informations que nous avons développées. Tout d'abord, celle que nous vous donnions il y a quelques instants grâce à Olivier Théron, notre envoyé spécial à Ajaccio. Le capitaine Ambrose, l'un des gendarmes mis en examen et mis en détention dans l'affaire de l'incendie de la Paillotte sur une plage près d'Ajaccio, l'un des gendarmes, le capitaine Ambrose, a reconnu avoir mis le feu à la Paillotte sur ordre du colonel Mazer. Et puis concernant l'actualité au Kosovo, l'intervention du président de la République, la 5e, M. Chirac a dit qu'il n'y avait aucune confiance à faire aux autorités de Belgrade et il ne fallait pas se faire d'illusions. Visite de Viktor Tchernomyrdin à Washington, les bombardements de l'OTAN provoquent des coupures de courant à Belgrade et dans toute la Serbie. Et puis nouveaux afflux de réfugiés en Macédoine à Blaché, plus de 11 000 personnes à nouveau auraient franchi cette frontière, à ce point frontière de Blaché entre la Macédoine et le Kosovo. En France, poursuite du mouvement de grève à la SNCF avec des perturbations prévues demain en Ile-de-France et préavis de grève générale pour dimanche de la CGT. Dans quelques secondes, la météo sera présentée par Sophie Davant, puis la nuit des Molières, puis le film d'Ariane Mouchkine, Molière. Et demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Michel Charasse, le sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Et à 13h, vous retrouverez Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.